Bonjour et bienvenue. Alors, on a reçu une collection de sources vraiment fascinantes aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, il y a cette image, je n'arrête pas de la regarder. Les deux mains de MC Escher, tu sais, celles qui se dessinent l'une l'autre. Ah oui, un classique. C'est plus qu'une simple illusion d'optique, hein, c'est un vrai casse-tête. Comment quelque chose peut être à la fois la cause et l'effet de lui-même. Et ça nous plonge directement dans notre sujet du jour, qui est très inspiré des travaux de Douglas Hofstadter. La question, c'est qu'est-ce que le jeu? D'où vient ce sentiment, cette certitude qu'on a d'être un individu? Hmm. Et notre but, en explorant toutes ces images, ces diagrammes, c'est de décortiquer une idée assez radicale. L'idée que la conscience, ce n'est pas une chose, mais un processus, une sorte de mirage que le cerveau crée sur lui-même, une boucle étrange. C'est le point de départ parfait, cette image d'Escher, parce qu'elle capture visuellement le plus grand mystère qui soit, le passage de la matière inerte à l'expérience vécue. Oui, c'est ça. Comment un tas de neurones, qui sont des cellules, pas plus conscientes qu'une cellule de peau, comment elles peuvent s'organiser pour faire émerger le sentiment d'être moi. C'est ce fossé que la théorie de la boucle étrange essaye de combler. Pas en cherchant une âme cachée dans la machine, non, mais en regardant comment la machine elle-même peut se percevoir et du coup créer l'illusion d'un pilote. D'accord. Alors commençons par le début. La première source qu'on a, c'est un diagramme, assez simple, en forme de V. Il classe toutes sortes de choses sur une échelle. Tout en bas, dans la pointe, il y a marqué « peu ou pas de conscience ». Et là, on trouve des atomes, des virus. Et puis en remontant, on a des moustiques, des poulets, des lapins. Sur Total avec la vision binaire habituelle. La plupart des gens pensent soit on est conscient, comme un humain, soit on l'est pas, comme une pierre. Ce diagramme y propose autre chose. C'est pas un interrupteur allumé ou éteint. C'est un gradateur de lumière. Un gradateur. J'aime bien l'image. La conscience serait une variable continue. Une toute petite lueur pour le moustique, une flamme un peu plus vive pour le lapin. Et si on remonte ce gradateur, on arrive à une section moins, mais un peu, de conscience. Et c'est là qu'il place les chiens. Attends une seconde. Les chiens si bas? Je veux bien en dessous des humains, mais ça va faire réagir du monde, ça. Oui, c'est un point sensible, c'est vrai. On a l'impression que nos chaînes nous comprennent parfaitement, quoi. Bien sûr. Mais l'idée ici, c'est pas de juger la valeur émotionnelle. C'est la complexité de l'autoréférence. Un chien, il ressent des émotions, il a une conscience du monde, oui, mais est-ce qu'il a une conscience de lui-même en tant qu'entité pensante qui réfléchit à son propre passé, à son futur? D'accord, je vois la nuance. C'est ce niveau de complexité qui est mesuré. Et tout en haut, évidemment, il y a les humains adultes. Il note aussi, et c'est un point délicat, Oui, oui. les cas où la conscience humaine peut se dégrader, après un accident, une maladie ou avec l'âge. Ça renforce l'idée que ce n'est pas un acquis permanent. Cette idée de gradateur est plus intuitive, c'est vrai. Mais ça soulève une autre question. Si la conscience n'est pas binaire, alors le jeu non plus. Et j'ai l'impression que le diagramme suivant s'attaque à ça. C'est un autre V, mais cette fois, il est rempli par la lettre I, le jeu en anglais. Exactement. Et la lettre grandit. Elle part d'un point minuscule en bas jusqu'à un immense I majuscule en haut. Le parallèle est intentionnel et il est très puissant. La taille du I représente la complexité, la stabilité du soi. Un moustique, il aurait un soi minuscule, un tout petit éphémère, une simple boucle de réaction aux stimuli, tu vois. D'accord. Un chien, un I un peu plus consistant, capable de se souvenir, d'anticiper un peu. Et un humain adulte, il a ce I majuscule, stable. Une structure narrative complexe qui se perçoit elle-même, qui se raconte sa propre histoire. Donc, le soi, c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est ça, c'est une structure qui se construit, qui grandit et qui peut aussi, malheureusement, s'effriter. D'accord. Donc, on a une échelle, un spectre, on sait qu'il y a plus ou moins de conscience, un jeu, plus ou moins grand, mais ça répond pas à la question de fond, celle de notre dessin d'Escher. Comment ces mains se dessinent-elles? Comment le jeu se fabrique? Voilà. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient le concept de boucle étrange. Exactement. Revenons à Escher. Une main dessine une autre main, qui elle-même dessine la première. Il n'y a pas de point de départ. C'est un système qui se boucle sur lui-même en traversant différents niveaux. Différents niveaux? Oui, le niveau du dessin, l'image de la main, et le niveau physique, la main qui dessine. C'est ce saut entre les niveaux qui rend la boucle étrange.
Ce n'est pas une simple boucle de feedback, comme un thermostat. Le thermostat, il mesure la température et allume le chauffage, il reste au même niveau. Une boucle étrange, c'est quand un système à un niveau inférieur, disons les neurones physiques, crée une représentation de haut niveau, un symbole. L'idée de moi. Et que ce symbole peut, en retour, influencer le fonctionnement du système inférieur. Je dois avouer que là, ça devient très abstrait pour moi. Le lien entre des mains qui se dessinent et mes neurones dans mon cerveau, c'est encore un peu flou. Est-ce qu'on ne fait pas que repousser le problème en utilisant des mots comme émergence ou boucle étrange? Ça peut sonner un peu magique. C'est une objection tout à fait légitime. Essayons de rendre ça plus concret. Imagine ton cerveau comme une ville immense, avec des milliards de citoyens, les neurones, qui communiquent sans arrêt. D'accord. Aucun citoyen ne sait ce qu'est la ville. Il fait juste son travail. Mais l'activité collective de tous ces citoyens, ça génère quelque chose de nouveau. Une carte de la ville, mise à jour en temps réel. Une carte. Cette carte, elle n'est nulle part en particulier. Elle est dans le flux d'informations. Et maintenant, imagine que les habitants commencent à utiliser cette carte pour décider où aller, quoi faire. Ah d'accord. La carte, le niveau abstrait, influence le comportement des habitants, le niveau physique. C'est ça, le jeu, ce serait cette carte vivante. Ce n'est pas une chose, c'est l'activité autoréférentielle du système qui se modélise lui-même pour pouvoir agir dans le monde. C'est l'histoire que la ville se raconte sur elle-même. D'accord, la métaphore de la carte, ça m'aide beaucoup. Le jeu, ce n'est pas le maire de la ville, Activité. c'est la conscience que la ville a d'elle-même. Et c'est là que les sources nous emmènent dans une direction qui, à première vue, n'a aucun sens. On a d'un côté une image qui fait peur, une page arrachée d'un livre de logique, les Principia Mathematica. C'est rempli de symboles kabbalistiques. Intimidant. Et de l'autre, des images d'une simplicité désarmante. Des quartiers de mandarines en cercle, des feuilles mortes qui forment une boucle, des stylos arrangés en hexagone. Aide-moi à faire le pont, parce que là, je le vois pas du tout. Le contraste est au cœur de l'argument. Commençons par la page de logique. C'est une référence directe à un des plus grands bouleversements intellectuels du XXe siècle, le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel. Gödel. Dans les années 30, Gödel a étudié des systèmes formels comme celui-là, et il a prouvé quelque chose de stupéfiant. Il a montré que n'importe quel système mathématique assez puissant peut inévitablement formuler des affirmations sur lui-même, Il peut parler de lui-même, comme un programme informatique qui s'analyserait lui-même. précisément. Et c'est là que le génie de Gödel entre en jeu. Il a réussi à construire une formule mathématique qui disait, en substance, « Cette affirmation ne peut pas être prouvée à l'intérieur de ce système ». Oula. Pense-y une seconde. Si tu arrives à la prouver, elle devient fausse, puisqu'elle dit qu'elle est improuvable. Donc, pour qu'elle soit vraie, elle doit rester indémontrable. C'est un paradoxe parfait? C'est une boucle parfaite. Un paradoxe logique insoluble qui émerge de la structure même du système. C'est une boucle étrange dans le monde pur et abstrait des mathématiques. Attends une minute. T'es en train de me dire que le sentiment « je suis moi », cette certitude fondamentale que j'ai d'exister, Oui, c'est l'équivalent biologique d'un paradoxe qui a fait trembler les fondations des maths. Que ma conscience est une sorte de phrase de Gödel incarnée, une affirmation qui dit « j'existe » et qui ne peut être prouvée en dehors de sa propre affirmation en boucle. C'est une idée complètement folle et géniale. c'est exactement l'analogie que fait Hofstadter. Le jeu n'est pas une substance magique. C'est une conséquence inévitable de la complexité d'un système capable d'autoréférence. Que ce système soit fait de symboles logiques ou de neurones biologiques. D'accord. Bien sûr, cette théorie ne fait pas l'unanimité. Certains neuroscientifiques cherchent encore un siège physique de la conscience, une zone précise du cerveau. Mais Hofstadter dirait qu'il cherche une chose qui n'existe pas, que la réponse se trouve dans la dynamique globale, dans le logiciel, pas dans le matériel. C'est vertigineux. Mais alors, les quartiers de mandarine, comment ils s'intègrent là-dedans? On est passé de Gödel à la salade de fruits, c'est le grand écart. Ah oui. Ces images simples sont là pour nous ramener sur Terre et illustrer le principe de base, l'émergence. Prends les stylos arrangés en hexagone. Un seul stylo, il n'a pas la propriété d'être un hexagone. C'est juste un stylo. Il est droit. Logique. Mais arrangeant 6 d'une certaine manière, et une nouvelle propriété apparaît au niveau supérieur. La forme hexagonale, la fermeture de la boucle.
Cette hexagonalité, elle n'est dans aucun des stylos. Elles n'existent que dans leur relation, dans leur arrangement. Exactement. Donc le tout est vraiment plus que la somme de ses parties. La boucle n'est pas une partie en plus, c'est une propriété de l'ensemble. C'est l'idée fondamentale. Notre conscience fonctionnerait sur ce même principe, mais à une échelle de complexité qui nous dépasse, bien sûr. Elle est construite à partir de milliards de neurones, qui sont des cellules non conscientes. Un neurone, ça ne pense pas, ça ne ressent rien. C'est juste un interrupteur biologique en quelque sorte. Voilà. Mais leur interaction complexe, massive, crée ce motif global, cette dynamique d'information qui se boucle sur elle-même, qui se perçoit, et que nous, on ressent intimement comme notre jeu. La boucle des stylos est une boucle physique, visible. Notre jeu est une boucle immatérielle, informationnelle, qui tourne dans la machine physique qui est notre cerveau. Les neurones sont nos stylos, et la conscience, c'est la boucle qu'ils forment sans même le savoir. Waouh! Je crois que toutes les pièces s'emboîtent. Si je récapitule un peu ce voyage, on est parti de cette image des chairs qui nous semblait être une simple curiosité. Puis, on a compris, avec le premier diagramme, que la conscience, c'est pas oui ou non, mais plus ou moins, c'est un continuum. Une vision plus humble de notre place, oui. Ça nous connecte au reste du vivant plutôt que de nous en isoler. Ensuite, on a vu que ce sentiment d'être un « je », ce n'est pas une entité, pas un petit pilote dans notre tête, mais le résultat de cette fameuse boucle étrange, un processus d'auto-observation constant. C'est plus une activité qu'une chose. Exactement. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus renversant, cette idée s'ancre dans un principe fondamental qui va de la logique pure de Gödel jusqu'à l'arrangement de simples objets du quotidien. Tout à fait. Au final, l'impression qu'on a d'être un moi unifié, cohérent, c'est la perception que notre cerveau a de sa propre activité qui est incroyablement complexe et récursive. C'est une simplification, un symbole, un point focal qui est extraordinairement utile. Une illusion nécessaire. Essentiel. Sans cette illusion stable d'un jeu aux commandes, on serait complètement perdu, noyé dans le chaos des milliards de signaux neuronaux. C'est l'interface utilisateur que le cerveau a créée pour se comprendre lui-même et interagir avec le monde. Alors, pour conclure, et pour laisser tout le monde avec de quoi réfléchir, il y a une pensée qui découle de tout ça et qui me trouble un peu. Si le jeu n'est pas une substance, mais un motif abstrait, une sorte de logiciel qui tourne sur le matériel de notre cerveau, alors ce motif, cette boucle d'information, pourrait-elle en théorie être copiée, déplacée ou reproduite ailleurs? Quelle serait alors la signification de l'identité personnelle, si notre jeu n'est pas lié à nos atomes, mais à un schéma d'information reproductible?